Bonsoir Arnaud, eh bien, je pense que je peux vous rassurer, je pense que le son fonctionne. Juste, nous attendons encore une petite minute pour arriver à... On ne va pas faire un quart d'heure le quart d'heure académique, mais on va faire 5 minutes, histoire de quand même laisser le temps aux gens de se connecter sur la session. Et puis nous démarrons de suite. Alors, dernier réglage. Voilà. Donc, je propose de commencer cette session. Alors, tout d'abord, une précaution qui est technique, mais une petite explication quand même. Ce webinaire se fait en Teams et sachez que la session de ce soir sera enregistrée. Premier point technique. Deuxième point technique, vous avez évidemment le but, c'est de vous permettre de poser vos questions au cours de cette session. Mais ces questions, vous aurez l'occasion de les poser en fin d'exposé, hein, parce que il est probable que une partie des réponses à votre question que vous poseriez plus tôt sera abordée dans un autre point de l'exposé. Alors, je me présente, Pierre Vossen, je suis pharmacien de formation, mais ça fait quand même un certain nombre d'années maintenant que je travaille dans le secteur de la pension. Je travaille pour Curalia, avec un fort tropisme sur notamment ce qui s'appelle le statut INAMI. Alors ce soir, je suis techniquement aidé par Aydin Blacage, qui est le conseiller Curalia pour le Brabant Wallon et Namur. Hein, c'est lui qui va se charger de rassembler vos questions. C'est lui qui va aussi suivre le chat s'il y a des soucis, des communications éventuelles. N'hésitez pas, hein, si vous avez un souci technique, à le mentionner via le chat. C'est la manière la plus simple et la plus facile de nous faire part de quelque chose. Alors, ce webinaire est un webinaire qui qui a lieu dans le cadre du Club Curalia. Le Club Curalia qui est, je dirais, la nouvelle plateforme qui a été lancée il y a maintenant un peu plus d'un mois par Curalia. L'idée de cette plateforme, c'est de donner aux prestataires de soins accès à un certain nombre d'informations. Et très clairement, ce soir, avec ce webinaire, on est bien dedans, mais aussi de donner du soutien, je dirais, à l'évolution professionnelle. Alors, ça concerne peut-être un petit peu moins, ça vous concerne peut-être un petit peu moins parce que votre carrière, elle est vraisemblablement bien avancée, mais il faut savoir que derrière vous, il y a des centaines, voire des milliers de prestataires de soins qui sont ou bien dans les starting blocks, ou bien qui ont commencé il y a quelques années. Et c'est important de pouvoir les aider dans leur approche entrepreneuriale, de pouvoir leur faciliter la chose. Alors aujourd'hui, on aborde un thème qui est d'application pour tout le monde, c'est la question de la pension légale et de l'évolution de cette pension légale vers l'âge de 66 ans, puisque c'est une disposition qui est en application depuis le 1er janvier de cette année. Alors, on va voir d'abord des informations générales sur ce que c'est, hein, les conséquences, les aspects techniques, certains aspects techniques de cette évolution de l'âge de la pension, avant d'aborder les conséquences de cette évolution sur vos contrats pension complémentaire, soit du deuxième pilier, soit après ça, plus rapidement, parce que vous verrez que l'impact est moins grand sur les contrats pension complémentaire du troisième pilier. Alors, quand on parle de la pension, depuis le 1er janvier de cette année-ci, l'âge de la pension légale est passé au 66e anniversaire. Ça veut dire que pour tous les gens qui sont nés très concrètement en 1960, eh bien, l'âge de la pension légale n'est pas de 65, mais est de 66 ans. On continuera d'ici quelques années, en 2030, avec une deuxième étape, c'est le passage non plus à 66, mais à 67 ans. Hein. C'est un passage qui se fera, je dirais, pour tous les gens qui sont nés après 1964. Alors, il faut savoir que cette disposition légale-là, ce n'est pas une disposition récente, ce n'est pas une disposition du gouvernement de Wever, puisqu'il n'existait pas encore au 1er janvier de cette année-ci. Ça date des années 2015.
au moment où on avait le gouvernement Michel à l'époque qui était au pouvoir. Alors, l'âge de la pension légale passe à 66 ans, voire dans le futur à 67 ans, mais il faut savoir qu'il restera la possibilité, il reste aujourd'hui la possibilité de prendre sa pension légale avant cet âge de 65 ou de 66 ou de 67 ans, à une condition, c'est d'avoir assez d'années de carrière. Alors évidemment, c'est une disposition générale qui est d'application pour l'ensemble de la population. Évidemment, quand on parle de quelqu'un qui a 60 ans pourrait avoir 44 ans de carrière, c'est clair qu'on a très très peu de chances de trouver ce genre de profil dans le groupe des prestataires de soins. Pourquoi? Parce que même si une partie d'entre vous ont sans doute fait des études de kinésithérapie en 3 ans, 60 ans, 44 ans de carrière, ça veut dire commencer à l'âge de 16 ans, c'est impossible. Et donc, concrètement, pour les prestataires de soins, on va se retrouver plutôt dans ces zones-ci. Ce sont les prestataires de soins, les kinés qui ont 42 ans de carrière, qui peuvent prendre leur pension légale à partir de l'âge de 63 ans. Alors, quand on parle de 42 ans de carrière, une année de carrière, c'est quoi? C'est une année qui comporte 104 jours prestés pour un employé ou pour un indépendant, c'est une année dans laquelle l'indépendant a payé au moins 2 trimestres de cotisation sociale comme indépendant à titre principal. Alors, la question, c'est quand est-ce que je vais pouvoir prendre ma pension? Quelles sont les possibilités? Alors, il y a un site qui est devenu référence en matière de pension, c'est mypension.be. Mypension.be est un site qui affiche des données qui sont rassemblées par une ASBL qui s'appelle CIG10, qui va gérer toute la base de données des pensions complémentaires et de la pension légale des Belges. Donc il y a c'est une grosse mine d'informations pour chacun, et donc chacun a la possibilité d'aller voir sur MyPension les informations qui le concernent, aussi bien pour sa pension légale que pour sa pension complémentaire. Alors, Pension va donner 2 dates de pension. Elle va donner d'abord la date de pension légale, qui est le premier jour du mois qui suit la date de votre 66e anniversaire. Pourquoi? Parce que, eh bien, si vous êtes né le 3 mars, ça c'est la date de votre pension, l'âge de votre pension légale, mais la date de pension, ce sera le 1er avril, puisque c'est le premier jour du mois qui suit. Alors, ça, c'est la première date qui est mentionnée, mais il y a aussi une autre date qui est mentionnée, qui est la date de pension la plus proche. En fait, cette date de pension, c'est la date à partir de laquelle vous pouvez prendre votre pension légale parce que vous répondez aux conditions de carrière pour pouvoir la prendre. Ce qui est important à savoir, et ça c'est quelque chose qui est malheureusement pas du tout mis en avant sur le site mypension.be, c'est que si vous prenez votre pension légale à ce moment-là, à la première date de pension, ou à la date de pension la plus proche, il s'agit d'une pension anticipée et ça aura évidemment un certain nombre de conséquences. Alors, on parle de prendre sa pension, la question c'est mais comment est-ce qu'on va faire pour demander sa pension? La question c'est plutôt de se dire est-ce qu'il faut demander sa pension? En soi, il ne faut pas demander, faut pas demander sa pension si vous respectez 2 conditions. D'abord, que vous êtes domicilié en Belgique, vous avez votre domicile, votre adresse légale en Belgique, et que vous comptez prendre votre pension légale au moment de l'âge de la pension, au l'âge légal. C'est-à-dire, concrètement, pour les gens qui sont, je reprends l'exemple des gens qui sont nés en 1960, ce sera à partir de l'âge de 66 ans. Alors, c'est à l'âge, si vous voulez prendre votre pension plus tôt ou si vous voulez votre pension plus tard, eh bien là, il y aura des démarches à faire. Démarches à faire, si vous voulez prendre une pension anticipée, il faudra le demander. Si vous voulez utiliser la possibilité qui est affichée de dire, voilà, la date de pension la plus proche, vous répondez aux conditions de carrière, eh bien, il faudra demander d'avancer la date de votre pension légale. Alors, au plus tôt, 1 an avant cette date et au plus tard, 1 mois. Que même si le traitement des pensions légales est beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace qu'avant, c'est clair qu'1 mois, c'est je dirais, c'est un délai minimum, puisque les pensions, c'est toujours au premier du mois. Alors, vous avez 2 possibilités pour le faire, soit via le site MyPension, soit éventuellement via votre administration communale. Mais reconnaissons que le site MyPension offre à ce niveau-là tous les, je dirais, tous les prérequis
avec l'avantage, c'est qu'il y a un système d'avancement qui vous permet de voir si vous répondez bien aux conditions, si vous fournissez bien les éléments nécessaires pour faire demander cette pension anticipée. A contrario, il faut savoir que rien n'oblige un Belge de prendre sa pension légale à l'âge de 66 ans. Vous avez la possibilité de dire non, moi je vais continuer à travailler comme actif, je ne vais pas être pensionné, un pensionné qui travaille, je vais être un employé ou un indépendant actif. Mais dans ce cas-là, évidemment, il va falloir communiquer au service public fédéral des pensions que vous refusez la date de la pension et que vous la postposez. Alors c'est une situation qui n'est pas anormale, c'est une situation qu'on rencontre notamment dans certains groupes de prestataires de soins. Je pense à des médecins qui ont fait, à l'époque, 7 années d'études plus une spécialisation. C'est clair que ça a un impact sur la durée de leur carrière et ça a donc un impact sur le montant de leur pension légale et sur pas mal d'autres choses derrière. Donc, il y a un certain nombre de médecins qui choisissent en fonction d'eux, et pas que des médecins d'ailleurs, qui choisissent de continuer à travailler comme travailleurs actifs sans prendre leur pension. Alors, un point qui préoccupe évidemment beaucoup de gens, c'est de se dire, OK, qu'est-ce qu'on va avoir comme pension et comment est-ce que cette pension va être taxée? Parce que la pension légale, c'est un revenu de pension, comme c'est un revenu de pension, c'est assimilé à un revenu de remplacement, et donc ce revenu de remplacement n'est pas taxé comme un revenu professionnel simple, il va y avoir ce qu'on appelle des réductions d'impôts, puisqu'on a affaire à un revenu de remplacement. L'astuce, c'est que ces réductions d'impôts vont évoluer en fonction, non pas du montant de votre pension, mais en fonction du total de vos revenus. On va ajouter à votre pension légale, éventuellement des revenus professionnels si vous continuez à travailler, ou des revenus immobiliers, ou éventuellement, un terme un peu barbare, mais dont on reparlera tout à l'heure, la rente fictive et d'autres éléments de revenus. Alors, il y a deux réductions qui sont appliquées à l'imposition de la pension légale. Il y a la réduction de base. Si vous avez des revenus en dessous de 27 900 €, donc une pension des revenus totaux inférieurs à 27 900 € en 2025, vous avez droit à la réduction complète qui est de 2 150 €. Si vous êtes au-delà de 55 810 €, vous n'avez plus droit qu'à un tiers. Et si vous êtes entre les deux, on est en Belgique, vous avez droit au tiers, les 717 €, auxquels s'ajoute un prorata dégressif. Ça, c'est la première réduction. La deuxième réduction, qui est la réduction additionnelle, elle va compliquer un petit peu la donne, puisque la réduction additionnelle, elle est de 444 €. Cette réduction, elle est applicable totalement si vous avez des revenus totaux qui sont inférieurs à 19 030 € cette année. Si vos revenus sont au-delà des 27 900 €, qui est un montant qu'on retrouve à plusieurs endroits, là, la réduction additionnelle, elle disparaît. Et si vous êtes entre les deux, on reste avec l'idée d'un prorata dégressif. Alors, la question, évidemment, c'est de savoir qu'est-ce que je vais recevoir comme pension. Alors, le mypension.be va vous donner, vous pouvez aller ce soir, demain, quand vous voulez, va vous donner une estimation de votre pension à la date de la pension légale. Et cette estimation va être calculée sur base des données qui sont en leur possession. Alors aujourd'hui, nous sommes en mars. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ce ne sont pas les données au 31 décembre 2024 qui sont en leur possession, mais ce sont les données du 31 décembre 2023 qui sont en leur possession. Et l'estimation qui est donnée est une estimation qui est basée sur le fait que vous continuez en 2024, 25, 26 et peut-être plus tard, si votre pension arrive plus tard, vous continuez le même type d'activité avec le même statut, employé ou indépendant, et le même niveau de revenu. Petite indication, si vous avez changé de statut, vous êtes passé d'employé à indépendant ou inversement en 2024, dites-vous bien que l'impact de ce changement sur votre pension, il n'est pas encore repris sur mypension.be. Alors, elle va vous donner, mypension.be, la date, le montant à la date la plus proche et le montant à la date de votre pension légale. Et chez les prestataires de soins, la différence en montant ne va pas être importante. Pourquoi? Parce que l'écart de date n'est pas important. J'ai dit, si on a affaire à quelqu'un qui a commencé à travailler à 18 ans, il a 43 ans de carrière, il peut s'arrêter à partir de 61 ans. Donc, on va avoir une différence entre 61 et 66 ans. Donc,
5 années de carrière, ça va avoir un impact important. Chez les prestataires de soins, habituellement, la différence est grande. Et ici, ben, c'est l'exemple d'un prestataire de soins qui peut prendre sa pension, donc la date de pension la plus proche, au 1er juillet 2025, et il touchera dans ce cas-là 2122,95 € net, mais la date de sa pension légale, c'est le 1er avril 2026, et dans ce cas-là, il touchera 2134,93 €. Et alors, c'est évident que quand on voit une différence de 12 € par mois, 144 € par an, ben on se dit, est-ce qu'il faut vraiment, est-ce que ça vaut la peine de continuer à travailler pendant 9 mois pour une pension qui va être de 144 € par an plus élevée? Ouais, c'est un point de la réflexion et du choix qu'il faut faire, mais il y en a d'autres et qu'il ne faut pas oublier. Pourquoi? Parce que la date de votre prise de pension a une influence sur beaucoup d'autres éléments que simplement le montant de votre pension légale. Premier élément, ben, la question, le bonus pension. Alors le bonus pension, ce que vous voyez ici est la version du bonus pension du gouvernement Vivaldi. Vous avez entendu que dans le projet, dans l'accord gouvernemental, il y a des réformes de pension. Je vais, à une exception près, je ne vais pas pouvoir en tenir compte et vous les expliquer ce soir. Pourquoi? Parce que ce sont des textes très généraux qui n'ont pas encore été traduits dans les textes de loi. Et pour avoir eu tout à l'heure une réunion technique sur un point, dirais-je, quasiment de détail des dispositions prévues dans l'accord gouvernemental, on a eu 1 heure et demie de discussion pour voir comment il fallait éventuellement, en ayant une idée précise de ce qu'on voulait faire, de ce que le gouvernement voulait faire, eh bien, au niveau des compagnies d'assurance, on essaye de voir comment traduire ça dans la réalité. Donc, je ne pense pas que c'est au 1er avril qu'il y aura des textes de loi qui seront prêts pour ce genre de choses. Donc, le bonus pension version Vivaldi, mais donc qui est encore en application aujourd'hui, c'est un montant que vous constituez si vous continuez à travailler comme travailleur actif, alors que vous pouvez prendre votre pension, c'est-à-dire après la date la plus proche. Hein. Pendant 3 ans au maximum, vous allez pouvoir accumuler un certain montant, et ce montant peut, dans l'état actuel des choses, il est de l'ordre d'un peu plus de 4 000 € la première année, il passe à 10 ou 11 000 la deuxième, et il peut aller jusqu'à 20 000 € au bout des 3 ans. Hein, et il commence, je l'ai dit, à partir de la date de pension la plus proche pour les gens qui ont pris leur pension, enfin, qui pourraient prendre leur pension à partir du 1er janvier de cette année-ci. Deuxième élément sur lequel la date de prise de pension va avoir un impact, c'est les revenus qui sont autorisés. Pourquoi? Parce que vous avez certainement entendu parler cette espèce de, entendu ce truc qui dit, oui, maintenant quand on est pensionné, on peut avoir des revenus, on peut travailler autant qu'on veut, on peut avoir des revenus illimités. C'est vrai, à une condition, c'est d'avoir passé l'âge de la pension légale. Et donc, je reprends l'exemple de mon prestataire de soins qui peut prendre sa pension à la date la plus proche, le 1er juillet. S'il prend sa pension à ce moment-là, eh bien, il n'aura pas atteint l'âge de la pension légale et donc il va avoir une limitation, puisqu'il est dans le cadre d'une retraite anticipée, une pension anticipée, il va avoir une limitation des revenus qu'il peut avoir en fonction d'employé, c'est 10 117 €, indépendant, et là c'est du brut, indépendant c'est 8 093 net, en flexi-job c'est 7 876 € par an. Attention, ça c'est par an. Je vous ai donné l'exemple de quelqu'un qui pourrait prendre sa pension anticipée le 1er juillet. Ben, ça veut dire que sur les 6 mois qui restent, du 1er juillet au 31 décembre, bien, il peut gagner au maximum la moitié de ces montants-là. Hein. Et s'il va au-delà, il y a une pénalisation, non seulement un aspect fiscal, mais aussi une pénalisation sur le montant de sa pension légale. Hein, donc, il faut faire attention à cet élément-là. Le troisième élément sur lequel la date de prise de pension va avoir un impact, c'est la liquidation, c'est-à-dire le paiement et la taxation de vos contrats pension complémentaires. Et ça va représenter le gros du paquet. Et ça, on va s'y atteler maintenant avec tout le volet d'abord des contrats du deuxième pilier. Alors, il y a un certain nombre de choses qui vont revenir de manière plus ou moins répétitive dans cette partie. Mais il faut savoir que le législateur aime bien avoir des troncs communs, mais il aime bien
par catégorie de contrat, amener des spécificités. Donc, il faut bien faire attention de savoir, de bien identifier d'abord quel type de contrat, de quel type de contrat on parle. Hein. Est-ce qu'on va parler d'un contrat dynamique, d'un contrat pension libre complémentaire? Est-ce qu'on va parler d'un engagement individuel de pension? Est-ce qu'on va parler d'une convention de pension pour travailleurs indépendants? Alors, dans quasiment, quasiment dans tous ces intitulés, il est marqué pension, mais ces contrats différents répondent à des législations différentes, en ce y compris sur le volet taxation. Alors, premier impact qu'a le changement de date de pension légale sur vos contrats pension complémentaires, c'est sur la liquidation, c'est sur le paiement. Hein, le paiement des capitaux des contrats pension complémentaires ne peut être effectué avant la prise de pension. C'est là aussi une disposition qui est relativement ancienne puisqu'elle date du 1er janvier 2016. Hein. Donc, ça veut dire concrètement, on ne peut pas vous payer votre capital pension complémentaire avant que vous ne preniez votre pension légale. Alors, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Si vous ne pouvez pas prendre votre pension légale, automatiquement, on va devoir, et les compagnies d'assurance doivent prolonger les contrats jusqu'à l'âge de la pension légale. Et ça doit se faire, ça c'est la législation générale sur les assurances qui le précise, aux conditions applicables au moment de la prolongation. Hein, et donc, si votre contrat vient à votre 65e anniversaire, c'était le 15 juin 2025, et bien, à partir de ce moment-là, votre contrat sera prolongé aux conditions applicables à cette date. Deuxième élément, c'est que Cigedis, la SBL Cigedis, dont je vous ai parlé tout à l'heure, My Pension, va signaler à Curalia la date à laquelle vous pouvez prendre votre pension, hein, et à ce moment-là, on a des délais très précis à respecter, hein, on ne peut plus, hein, les autorités ont été effarées il y a quelques années parce que parfois le paiement des capitaux dans certaines compagnies prenait des temps très longs. Eh bien, maintenant, il y a vraiment des deadlines qui sont mis par rapport à la date de prise de pension, de dire, voilà, en les 30 jours, il faut faire ça, en les 60 jours, il faut faire ça, et ainsi de suite. Donc, il y a vraiment un processus très strict à respecter pour la mise en paiement, et c'est Cigedis qui sert pour nous je dirais, c'est Cigedis qui donne le point de départ pour cette mise en paiement. Alors, deuxième impact du changement de date de pension, c'est un impact sur la taxation de vos contrats pension complémentaires. Alors ça, c'est vraiment fondamental, parce que la date de votre départ à la pension va fixer le mode de taxation et l'importance de la taxation qui est appliquée aux capitaux que vous avez constitués au travers de vos différents contrats. Alors, quand on s'attelle à la législation sur les pensions, on va remonter dans le temps, et 2005, là on était avec le gouvernement Verhofstadt, il y a eu ce qu'on a appelé le pacte des générations. Et le pacte des générations, c'était déjà à l'époque dans l'idée de dire on va inciter les gens à travailler plus longtemps, à ne prendre leur pension et leurs capitaux pension que plus tard. Eh bien, dans ce pacte des générations, on a prévu une taxation plus favorable des capitaux de pension complémentaire, à condition qu'ils soient payés au plus tôt à l'âge de la pension légale, et payé à un assuré qui est resté actif sans interruption pendant les 3 dernières années de sa carrière. Hein, alors, actif pendant les 3 dernières années, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire concrètement, pour un indépendant qu'il a payé des cotisations sociales à titre principal pendant ces 3 années, ou pour un employé, c'est qu'il avait un contrat de travail pendant au minimum mi-temps. Hein, le mi-temps est nécessaire pour bénéficier des couvertures de la sécurité sociale. Et donc, s'il a un contrat de travail mi-temps minimum, eh bien, il était considéré comme actif. Alors, il faut savoir qu'il y a certaines périodes d'inactivité qui sont assimilées. C'est clair que si 2 ans avant votre pension, vous avez eu une maladie et vous êtes tombé en incapacité de travail pendant un certain temps, c'est clair qu'on va considérer que vous restez dans votre statut d'indépendant ou d'employé, et on va assimiler cette période-là à une période d'activité. Et d'ailleurs, désormais, et ça c'est quelque chose qui commencera à partir du mois prochain, eh bien à partir du mois d'avril, Cigedis, My Pension, enverra un message aux gens qui vont prendre leur pension
pour leur dire, sur base des informations que nous avons rassemblées, eh bien, nous considérons que vous êtes actif et que vous pouvez bénéficier d'une taxation allégée, ou bien, à contrario, que vous n'étiez pas actif ces dernières années et que donc vous ne pourrez pas bénéficier de cette taxation allégée. C'est quelque chose de tout nouveau. Ça fait partie des nouveautés qui viendront en cours en effet à partir du mois d'avril 2025. Alors, quand on parle des contrats pensions complémentaires, je l'ai dit, ben, il y en a plusieurs. Hein. Alors, d'abord, les contrats pensions complémentaires, il y a les anciens contrats INAMI qui, chez Curalia, si vous regardez vos avenants annuels, vous allez voir que ce sont des contrats qui se terminent par 0. Ces contrats sont des contrats qui répondent à l'ancienne législation sur les pensions complémentaires. Hein, on a, en 2004, eu une importante réforme des pensions complémentaires qui a été portée par un certain Frank Van Den Broek, déjà à l'époque. Hein, on appelle ça la loi Van Den Broek. Eh bien, tous les contrats de la loi Van Den Broek sont chez nous des contrats dont le numéro se termine par 0. On a les contrats pensions complémentaires sans solidarité qui se terminent par 4, sur lesquels les indépendants, et uniquement eux, ont la possibilité de faire un ou des versements dans le cadre de la pension libre complémentaire pour les indépendants. Et puis le troisième groupe, et qui est le groupe le plus important, ce sont les contrats pensions complémentaires avec solidarité, hein, qui se terminent par un numéro 6, qui sont en fait des contrats sur lesquels l'INAMI va verser la prime du statut INAMI, sur lequel les indépendants qui souhaitent faire des versements et bénéficier de la solidarité sur leurs versements vont aussi faire les versements. Et puis, dernier groupe, c'est les versements personnels effectués par les prestataires de soins employés conventionnés qui ont la possibilité de bénéficier d'un avantage fiscal du même ordre que celui des indépendants. Alors, ce groupe de contrats-là, ils vont évoluer ensemble, on va les traiter ensemble. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau des garanties de ces contrats? Fatalement, on va payer désormais le capital à l'âge de la pension légale et donc on prolonge, on reporte la date de mise en paiement à 66 ans. On a prolongé automatiquement déjà toute une série de contrats qui venaient à échéance en 2025. On les a prolongés jusqu'à 2026. Alors, on les a prolongés aux mêmes conditions. Alors, chez Curalia, ça ne pose pas de problème puisque ce sont des contrats de type Curanova. Donc, bénéficier du même taux d'intérêt que les autres contrats, il n'y a aucune différence. Maintenant, il faut savoir que dans les anciens contrats, les contrats dits de type classique, eh bien, vous avez des compagnies d'assurance qui ont vu arriver des contrats à échéance qui étaient avec un taux moyen de 3,5, 3,1, de 2,75, des choses de ce genre-là. Ils vont les prolonger aux conditions du jour, et c'est clair que le taux garanti aujourd'hui sur les contrats classiques n'est pas du tout à ce même niveau. On va plutôt se retrouver à du 0,8 à 1%. Donc ça fait quand même une fameuse différence. Chez Curalia, nous avons aussi, puisque le contrat est prolongé, eh bien, on prolonge les garanties de solidarité pour les contrats pension libre complémentaires avec solidarité, puisque nos membres vont rester actifs un an de plus. Il est logique qu'on ouvre et qu'on prolonge ces garanties de solidarité jusqu'à 66 ans. Alors, qu'est-ce qu'il en est de l'impact de cette prolongation au niveau du paiement des primes? C'est clair que, puisque le contrat est prolongé, vous pouvez verser une prime déductible tant que vous êtes actif. Évidemment, si vous n'êtes plus actif, vous n'avez plus de revenus sur lesquels vous allez pouvoir calculer et déduire cette prime. Mais si vous êtes actif professionnellement, eh bien, vous avez la possibilité de calculer le montant que vous allez déduire. Vous allez pouvoir déduire, faire un versement déductible aussi pour l'année pendant laquelle vous allez prendre votre pension légale. C'est possible. Donc, je prends ma pension le 1er octobre, eh bien, je peux encore verser pour cette année-là, mais avec un prorata au nombre de mois d'activité. Si c'est le 1er octobre, ça va être 9 mois, 9 douzièmes, du montant calculé par le module de calcul. Et, très important, c'est que ce versement doit être effectué avant
l'âge de votre pension, c'est-à-dire avant votre date anniversaire, c'est un élément important. Alors, au niveau du statut INAMI, puisque vous travaillez encore, tant que vous travaillez, tant que vous avez des années complètes en activité, vous avez droit au statut INAMI. Donc, je prends l'exemple de quelqu'un qui est né en 60, qui aurait dû prendre sa pension en 2025, qui voit son âge de pension prolongé à 2026, eh bien, il a l'occasion, sur tout 2025, de travailler comme prestataire de soins. S'il répond aux conditions et de conventionnement et de volume de prestations remboursées, eh bien, il a droit à une prime. Oui, mais ma date de naissance, c'est en mars, donc je prendrai ma pension légale l'année prochaine au 1er avril 2026. Et au 1er avril 2026, ben, l'INAMI n'aura pas encore versé la prime statut INAMI de 2026. Pas de souci, rassurez-vous, la prime n'est pas perdue. Vous recevrez en septembre, octobre de l'année prochaine un versement complémentaire qui correspondra à cette prime. Important à savoir, si vous continuez à travailler, y compris l'année où vous prenez votre pension. Je reprends mon exemple de quelqu'un qui a sa pension au mois de mars, en 2026, eh bien, s'il travaille en 2026 et si, au prorata du nombre de mois, dans ce cas-là, 3/12e, un quart, il répond aux conditions d'activité pour le statut social, il a droit à une prime. Mais cette prime, elle ne sera plus versée sur son contrat, puisque le contrat, à ce moment-là, n'est plus valable, mais il sera versé sur un compte bancaire indiqué par le prestataire de soins dans ProSanté. Alors là, vous avez même le choix d'indiquer le compte bancaire pour ceux qui ont une société, de mettre le compte bancaire de la personne physique ou de la société, et à titre personnel. Dans ce cas-là, si votre société est encore active, je vous incite fiscalement, et votre comptable vous expliquera pourquoi, à indiquer le compte bancaire de votre société, c'est nettement plus important, plus intéressant. Pardon. Alors, ce capital, comment est-ce qu'on va le taxer? Alors, il y a tout d'abord deux retenues, qui ne sont pas des taxes, ce sont des cotisations qu'on va calculer sur l'ensemble de la réserve, c'est-à-dire l'ensemble du montant épargné. Aussi bien le capital garanti que la participation bénéficiaire. On va prendre l'ensemble et on va appliquer deux retenues. Une première, c'est un peu paradoxal, on appelle la cotisation INAMI, de 3,55% du total. Et puis une deuxième qui est une cotisation de solidarité, qui va être calculée en fonction du total des capitaux pensions complémentaires que vous obtenez. Concrètement, elle sera très souvent de 2%. C'est vraiment les exceptions pour les gens qui sont soit à 0 ou à 1%, parce que ça veut dire que le total des capitaux est en dessous, grosso modo, de 25 000 euros. Donc, dans la plupart des cas, pour les gens qui ont une carrière, je dirais, relativement longue, eh bien, elle est de 2%. Donc, 3,5, 3,55, 2% au total, 5,55 de retenue sur l'ensemble capital et participation bénéfice. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? On va calculer une rente fictive pour taxer le capital garanti. Et là, je dis capital garanti, ça veut dire que la participation bénéficiaire n'est plus d'application. Et sur cette rente fictive, on va appliquer un précompte professionnel de 11%. Alors j'insiste, c'est bien 11% sur la rente fictive, ce n'est pas 11% sur le capital. Donc sachez qu'au total, vous recevrez aux alentours de 93% du capital, du montant que vous trouvez si vous prenez votre dernier avenant. Alors le dernier, c'est celui du 31/12/2023. Vous prenez ce montant-là et si la taxation avait lieu aujourd'hui, considérez que vous allez toucher aux alentours de 93% du montant qui est repris sur votre avenant annuel. D'accord? Il faut rajouter des primes 2024, des intérêts 2024, mais bon, ça vous donne déjà une première idée. Alors, on paie l'ensemble diminué des cotisations et du précompte professionnel. Alors, la question c'est, OK, ce système de rente fictive, ça correspond à quoi? Et ça, c'est vraiment l'essence du système de taxation des contrats pensions complémentaires. C'est on va prendre un pourcentage du capital garanti et on va devoir déclarer ce montant comme revenu de pension pendant un certain nombre d'années.
Et aussi bien le pourcentage que le nombre d'années pendant laquelle on va devoir déclarer sont fonction de l'âge auquel on paie le capital. C'est pour ça que je vous ai dit, vraiment, la date de prise de pension et donc la date de mise en paiement des contrats pension complémentaires, a un impact fondamental sur la manière dont le capital est taxé. Si vous aviez eu la possibilité de prendre votre pension complémentaire, votre capital, à 61 ou 62 ans, vous auriez payé 4% pendant 13 ans. Là, dans la plupart des cas, elle n'est pas d'application pour vous. Par contre, 63, 64 ans, c'est déjà beaucoup plus réaliste. Dans ce cas-là, 4,50% à déclarer toujours pendant 13 ans. Et si le capital, donc vous prenez votre pension légale et le capital vous est payé à partir de 65 ans, et là, ça reste 65 ans, ça ne passe pas à 66, et dans une législation fiscale, on n'est pas dans une législation pension complémentaire, et bien là, c'est 5% du montant du capital à déclarer pendant 10 ans. Alors, la question, évidemment, c'est de savoir sur quelle partie du capital on va calculer cette rente fictive. Hein. Alors, c'est là qu'intervient, je dirais, l'impact de l'âge de votre prise de pension. D'abord, première partie, la participation bénéficiaire, elle est toujours exonérée de rente fictive. Donc, si sur vos 100 000 euros qui sont sur votre capital, sur votre contrat, il y a 7 000 euros de participation bénéficiaire, eh bien ceux-là, ils ne seront soumis qu'aux deux cotisations 3,55 INAMI et 2% de solidarité, et ce sera tout. D'accord? Alors, le restant, eh bien, on va calculer cette rente fictive sur 80% du capital garanti. Deux conditions. C'est que le capital est payé à l'âge de la pension légale, ou éventuellement après, plus tard, ça, plus tard, on peut toujours, et à un preneur d'assurance, à un assuré qui est actif professionnellement pendant les 3 dernières années. Vous retrouvez l'essence de ce qu'il y avait dans le pacte des générations qui se concrétise ici. Alors, on peut retourner positivement en disant on calcule la rente fictive sur 80%. Voyons les choses de manière plus positive. Il y a 20% du capital garanti qui est exonéré de taxation, sur lequel on ne va appliquer que les retenues, les cotisations de 3,55 et 3%. Alors, si on répond aux deux conditions, si une des deux conditions n'est pas respectée, ou les deux, eh bien, on va calculer la rente fictive sur 100% du capital. Hein, les deux conditions, c'est si le capital est payé avant l'âge de la pension légale ou à quelqu'un qui n'est plus professionnellement actif, que ce soit l'un ou l'autre ou les deux, eh bien, on va calculer la rente fictive sur 100% du capital. Hein. Alors, j'ai pris un petit exemple relativement simple, un montant de 100 000 euros, on ne va pas s'embêter. Eh bien, si c'est quelqu'un qui prend sa pension légale à 64 ans, eh bien, puisque c'est avant l'âge de 65 ans, on va d'office calculer les 4,5 sur la totalité du capital. Hein. Donc, il va déclarer chaque année 4 500 euros de revenus de pension pendant 13 ans. Et bon, ce revenu de pension, il va avoir un impact en termes de fiscalité. Il va aussi avoir un impact que ce revenu-là, ces 4 500 euros, ils vont s'ajouter à la pension légale. Et donc, ça va rentrer dans le total des revenus. Et je vous rappelle ce que j'ai dit au départ, au plus le total de vos revenus est élevé, au plus l'avantage fiscal, la réduction d'impôt qui est appliquée à votre pension légale diminue. Donc, c'est clair que ça a un impact, le fait d'ajouter un montant de 4 500 euros a un impact sur la taxation, y compris de votre pension légale. Quelqu'un qui a 65 ans mais qui n'est pas actif, lui, il va payer 5%, puisqu'il va payer 5% sur la totalité, et donc il va chaque année déclarer 5 000 euros à titre de revenu de pension. Mais s'il a soit 65 ans ou plus et qu'il est actif, eh bien, il va payer 5%, mais sur 80% du capital, ce qui revient, ça revient à dire qu'il va payer 4%. Et donc, vous voyez que lui ne va déclarer que 4 000 euros de revenus de pension, de rente fictive comme revenu de pension. Ça veut dire qu'il va pouvoir plus bénéficier de la réduction d'impôt qui est appliquée à la pension légale. C'est un élément beaucoup plus favorable et ça va se poursuivre pendant 10 ans. Alors, je reviens peut-être juste sur une chose.
à propos de la rente fictive, le montant est fixé au moment où on liquide. C'est-à-dire, on dit c'est 4 000 euros. Et ça va rester 4 000 euros pendant 10 ans, hein, ou 5 000 euros pendant 10 ans. C'est évident qu'avec le système d'indexation des barèmes fiscaux qu'on a, la taxation sur les 4 000 euros pour des revenus de 2025, ou les mêmes 4 000 euros mentionnés sur la déclaration fiscale des revenus de 2034, il y a un impact sur le montant des impôts à payer ne va évidemment pas être le même. De la même manière, les réductions d'impôts pour les revenus de remplacement, eh bien, elles évoluent. Ça fait partie des montants qui sont des barèmes fiscaux qui sont indexés chaque année. Et donc, ces montants, la réduction va être de plus en plus grande au fur et à mesure que le temps passe. Pourquoi? Parce que ce qui fait au total que ce système de taxation, c'est un système qui est relativement favorable sur la durée. Donc ça, c'était pour tout le volet des contrats pensions complémentaires. C'est les contrats les plus fréquents, et je vais dire chez les prestataires de soins en général, mais y compris chez nous, hein, c'est le plus grand type le type de contrat qui représente le plus grand nombre de contrats. Maintenant, il n'est pas le seul. Il y en a d'autres. Il y a notamment l'assurance groupe ou l'engagement individuel de pension. Hein, c'est un deuxième type de contrat du deuxième pilier. Le deuxième pilier, c'est tout ce qui est lié à l'activité professionnelle. Eh bien, là aussi, on va avoir une évolution puisque l'âge de mise en paiement va être retardé de 65 à 66 ans et on va prolonger les contrats de la même manière, hein, d'une année pour les gens qui sont nés en 1960. On a déjà prolongé les contrats échéance 2025 en contrat échéance 2026. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau des primes pour l'engagement individuel de pension? Oui, je prends ma pension une année plus tard. Est-ce que je peux continuer à payer des primes sur ce contrat? Bien sûr. Hein, tant que vous êtes professionnellement actif, vous avez la possibilité de payer une prime qui va être fiscalement déductible. Alors, je reprends toujours l'exemple, vous travaillez toute l'année 2025, ce n'est pas fort différent de ce qui s'est passé en 2024. On va calculer, parce que pour l'engagement individuel de pension, le montant maximum déductible est le résultat d'un calcul individuel. On va calculer, suivant la très fameuse règle des 80%, qui se base sur les revenus de l'année, donc ils vont se baser sur les revenus de 2025, on va voir quelle est la prime qui est déductible. Évidemment, pour l'année où vous prenez votre pension légale, qu'est-ce qui est possible? Théoriquement, légalement, c'est possible. Le seul souci, c'est que si votre pension légale, vous la prenez au mois de février, vous aurez travaillé 2 mois, ce qui veut dire que vos revenus sur ces 2 mois-là ne seront pas très élevés. Évidemment, la situation est différente de quelqu'un qui est né au mois de novembre et qui va prendre sa pension légale le 1er décembre, donc il aura 11/12e de revenus, donc il pourra quand même cette année-là, enfin sa société pourra quand même faire un versement. Là aussi, très important, pour que le versement soit déductible, il faut qu'il soit fait avant l'âge de la pension légale. D'accord? Comme pour les contrats pension libre complémentaire. Au niveau taxation, il y a des choses qui se répètent. Sur le capital garanti et la participation bénéficiaire, on a nos deux compères, les deux cotisations INAMI et cotisations de solidarité qui s'appliquent de la même manière que pour les contrats pension libre complémentaires. Pour le capital garanti, on a de l'engagement individuel de pension, on a un système qui est complètement différent, puisqu'ici, on va avoir une application d'un précompte professionnel, non pas sur une rente fictive, mais sur le capital. Je rappelle, la rente fictive, c'était 5% du capital. Alors, évidemment, un précompte sur 5% du capital ou un précompte sur la totalité du capital, ça va être différent. D'accord? Donc, le niveau de retenue va être plus important. Et puis, on va payer, le Curalia va payer le total des réserves après déduction des deux cotisations et après déduction du précompte professionnel. Alors, quel est le taux de précompte, quelle est la taxation qui va être appliquée? Ici, on a une taxation en un coup. C'est au moment du paiement du capital qu'on va élever le précompte qui va représenter la taxation du capital obtenu. Alors, là aussi, on a deux systèmes, et non, ce n'est pas sur 100% ou sur 80% du capital, ce sont deux taux de précompte qui sont différents. Un taux de 10%
va être appliqué sur le capital garanti, alors 10% auquel vont s'ajouter les additionnels communaux, 10% du capital garanti si vous touchez votre capital d'engagement individuel de pension au moment de votre pension légale et si vous êtes encore professionnellement actif au moment où vous le touchez. Si une des deux de ces conditions, si les deux conditions ne sont pas respectées, eh bien là, le taux de précompte n'est pas de 10%, mais de 16% et demi. Et ça, c'est en une fois. Après ça, le capital que vous avez obtenu n'apparaîtra plus jamais sur votre déclaration d'impôt, sauf peut-être au travers de revenus que vous en tireriez. D'accord? Donc, ça, c'est la grande différence entre l'engagement individuel de pension et le contrat pension libre complémentaire. Dernier type de contrat du deuxième pilier qui est impacté par l'augmentation de l'âge de la pension, c'est ce qu'on appelle la convention de pension pour travailleurs indépendants. C'est la petite dernière qui est encore peu connue, peu pratiquée, pourtant qui offre des chouettes possibilités, puisqu'en fait, c'est un type de contrat qui est accessible à tout indépendant qui ne travaille pas au travers d'une société. Donc, ça représente une grande majorité d'indépendants, de prestataires de soins indépendants. Il y en a encore trop peu qui utilisent ce système-là, alors que ça permet de se constituer un capital relativement important. Alors, comme la CPTI n'est en vigueur que depuis 2018, et qu'à ce moment-là, on savait déjà que l'âge de la pension serait reporté à 66 ans, c'est clair que tous les contrats ont déjà une échéance de 66 ans, on ne doit pas faire de prolongation. Par contre, on va garder l'idée qu'on va payer le capital obtenu dans le cadre de ce contrat au moment de la pension légale. Alors, est-ce que vous pouvez payer des primes? Ben oui, tant que vous êtes professionnellement actif, vous avez la possibilité, vous n'êtes pas pensionné, vous avez la possibilité de verser une prime. Alors, chaque année, là aussi, on fait un calcul individuel, mais ce n'est pas sur les revenus de l'année, c'est sur le revenu des 3 années précédentes. Donc ça, c'est une petite différence entre la CPTI, c'est que la CPTI, même l'année où vous prenez votre pension, vous avez la possibilité de payer une prime déductible. Cette prime, le montant de cette prime va être calculé sur, belle faute de frappe là, est-ce qu'il manque, désolé, sur la moyenne des revenus des 3 dernières années, et donc vous allez pouvoir payer une prime complète, même si vous ne travaillez que 6 mois, 8 mois, et ainsi de suite. Ce qui est important, là aussi, c'est que la prime doit arriver sur notre compte avant l'âge de votre pension, sinon nous sommes obligés de la refuser. C'est important de ne pas attendre 8 jours avant l'âge de votre pension pour tout d'un coup se dire « Ah ben je pourrais peut-être bien encore faire un versement sur ma CPTI ». Et à titre d'information, pour vous donner une idée, la prime moyenne sur les contrats CPTI que nous avons obtenue l'année passée, c'est une prime qui tourne aux alentours de 19 000 €. Donc le montant, c'est tout à fait différent de la pension libre complémentaire. L'avantage fiscal n'est pas le même, mais le montant sur lequel on va le calculer est nettement plus élevé. Alors, en termes de taxation, on ne change pas une équipe qui gagne. On a toujours nos 2 cotisations INAMI et cotisations de solidarité. Ça ne bouge pas. Par contre, au niveau de la taxation, la CPTI étant arrivée bien après le pacte des générations, il n'y a pas de dispositions qui sont prévues dans le pacte des générations et dans ses conséquences légales sur la taxation plus ou moins favorable. Et donc là, on va appliquer un précompte professionnel unique de 10% sur le capital garanti, quelles que soient les circonstances dans lesquelles on va payer le capital. Si ce n'est, la seule chose, c'est qu'on ne peut pas le payer avant l'âge de la pension légale, mais que l'assuré soit ou non actif n'a pas d'impact à ce niveau-là. Donc voilà, ça c'était l'impact du changement d'âge de la pension légale sur le volet des contrats de pension du deuxième pilier, donc tout ce qui est lié à l'activité professionnelle. Alors, à côté de ça, ah oui, petit élément, oui, fatalement, on paie le capital moins les revenus et moins le précompte professionnel. Donc, le troisième pilier, il y a 2 types de contrats du troisième pilier. L'épargne pension, qui est le système de constitution de pension le plus populaire en Belgique, et l'épargne à long terme, qui est un peu la méconnue et parfois un peu la maltraitée. On y reviendra tout de suite. Alors, l'épargne pension, là, c'est clair qu'on va payer le capital à la date de fin du contrat.
et que l'âge de la pension soit de 64, 65 ou 66 ans, ça n'a aucune importance, c'est l'âge, la date qui est mentionnée dans le contrat. Hein. C'est ça, hein, pour les assureurs, la législation qui est entrée en vigueur pour les contrats du deuxième pilier, c'est un changement fondamental parce que vous aviez une date de fin de contrat. En fin de compte, cette date de fin de contrat, ben, on en fait une boulette et on la remplace par une date qui est fluctuante, c'est la date à laquelle l'assuré prend sa pension légale. Ici, l'épargne pension, encore quelque chose de fixe, de bien clair, c'est le moment où le contrat prend fin. Alors, normalement, habituellement, c'est 65 ans. Dans certains cas, on a encore, mais pas chez Curalia, mais dans certaines compagnies, on a encore des contrats épargne pension avec une échéance à 60 ans. Il y a moyen de le prolonger si la compagnie le veut bien. Et si le contrat a été souscrit après 55 ans, eh bien, le paiement aura lieu plus tard. Pourquoi? Parce que le contrat doit avoir une durée de minimum 10 ans. Alors, on a la possibilité d'obtenir un paiement anticipé. Alors, à partir entre 60 et 65 ans, ben là, il y a des indemnités de rachat qui sont indéductibles, 5, 4, 3, 2, 1%. Avant 60 ans, c'est aussi possible, mais c'est vraiment à déconseiller très fortement. Pourquoi? Parce qu'on est obligé d'appliquer un précompte professionnel de 33%. Alors, je pense qu'il y a plus facile, hein, et moins cher que de faire ce genre de démarche-là. Un prêt bancaire ne vous coûtera jamais 33%. Il nécessitera peut-être quelques démarches, mais s'il n'y a jamais avant 60 ans, vous avez besoin d'argent, la liquidation anticipée du contrat épargne-pension n'est pas la bonne solution. Alors, un élément important au niveau des paiements de primes, c'est que le dernier paiement doit se faire l'année du 64e anniversaire. Ce qui a pour conséquence que même si le contrat est encore actif, eh bien l'année du 65e anniversaire, il n'y a plus moyen de verser une prime déductible. Et régulièrement, nous recevons des versements de membres qui disent « Ah, mais j'ai encore mon contrat épargne pension, je prends ma pension dans 1 mois, dans 2 mois, je vais vite encore verser une prime. » Eh bien non, nous sommes obligés de rembourser ces primes parce qu'elles ne peuvent pas être affectées au contrat pendant l'année du 65e anniversaire. Alors, l'épargne pension, ben, il y a 2 niveaux de primes, hein, avec 2 niveaux d'avantages fiscaux. Ça ne bouge pas et ça ne bougera pas dans les années à venir. En 2025, on va garder ces montants-là avec ces avantages-là. En 2026, le gouvernement pense à fusionner les 2 systèmes. On verra un petit peu comment ça évoluera, mais ce ne sera de toute façon pas d'application pour cette année-ci, parce que l'année est déjà commencée et que l'épargne pension supporte très mal les systèmes et les changements à titre rétroactif. Alors, la taxation du contrat épargne-pension, ben, c'est une taxation qui, comme d'habitude, se fait hors participation bénéficiaire et va se faire uniquement sur le capital garanti au 60e anniversaire. C'est-à-dire que sur le capital garanti constitué la date du 60e anniversaire, on va faire un prélèvement anticipatif de 8%. C'est normalement le 60e anniversaire. Si le contrat a été conclu à 57 ou à 58 ans, évidemment, ce sera au 10e anniversaire de ce contrat. Alors, c'est assez particulier parce qu'on taxe à 60 ans, mais on peut continuer à verser jusque l'année du 64e anniversaire. Alors, c'est une situation tout à fait inédite en Belgique, puisqu'il y a déduction de la prime et il n'y a pas de taxation. C'est un cas unique dans la législation fiscale belge. Et donc, le bon conseil à donner aux gens, c'est l'année de votre 60e anniversaire, vous faites le versement après votre date anniversaire. Comme ça, votre prime, elle ne rentre pas dans le calcul de la taxation. Et vous le faites après et vous le faites jusqu'à vos 64 ans pour maximaliser l'avantage fiscal. Le capital va être liquidé à la date de fin de contrat. Il n'y a pas de raison de changer quoi que ce soit. En principe, c'est 65 ans. Mais si, je l'ai dit, si le contrat a été souscrit après 55 ans, eh bien, la date de fin de contrat va être postposée. Hein. Donc, il y a aussi la possibilité de le faire. Oh, pardon, je suis déjà dans l'épargne à long terme, pardon. Oups. L'épargne à long terme, désolé. Hein. Liquidation à la date de fin de contrat. 65 ans,
ou plus tard si le contrat a été conclu après 55 ans, mais, on le verra de suite, cette date de 65 ans, hein, cet âge de 65 ans est un âge de principe et il n'y a pas de date butoir. Autant sur l'épargne pension, on ne peut pas aller au-delà de 65 ans, autant pour l'épargne à long terme, on a la possibilité, on y reviendra de suite, d'aller au-delà de 65 ans. L'anticipation est pénalisée de la même manière que pour l'épargne pension. Le paiement des primes, ça c'est un grand changement par rapport, une grande différence par rapport à l'épargne pension, parce que le paiement, la date de dernier paiement, eh bien c'est la veille de la fin du contrat. Hein, il ne faut pas que ce soit le lendemain, parce que là on ne peut plus, mais tant que le contrat n'est pas échu, on peut percevoir des primes. Et de manière assez particulière, ce type de contrat permet d'aller au-delà de l'âge de la pension légale. Il est possible d'avoir un contrat épargne à long terme qui va jusque 75 ans, 80 ans. Le versement sur un contrat épargne à long terme est la seule possibilité qui existe en Belgique pour un pensionné de se constituer une épargne avec un avantage fiscal. Toutes les autres formes de contrats, à partir du moment où vous êtes pensionné ou l'épargne pension, si vous avez 65 ans, les contrats sont liquidés, ils n'existent plus, eh bien l'épargne à long terme, il y a la possibilité d'aller au-delà de 65 ans et de prolonger. Et nous avons le bon conseil, la bonne configuration, c'est quelqu'un qui a juste avant 55 ans va bien souscrire ou bien allonger, prolonger son contrat d'épargne à long terme jusqu'à 75 ans. Pourquoi dans cette configuration-là? Parce qu'à 60 ans, eh bien, on va taxer la réserve constituée, l'épargne constituée. Par contre, par la suite, et éventuellement pendant 15 ans, il va pouvoir continuer à faire des versements déductibles, mais ces versements déductibles ne seront plus taxés en finale. Alors, quelle prime est fiscalement déductible? Alors, c'est le seul cas où j'ai pris en compte les décisions du gouvernement, de l'accord gouvernemental, puisque à partir de cette année-ci, on va revenir, enfin, l'administration fiscale avait annoncé en début janvier un montant de 2 530 €. Eh bien, le gouvernement a décidé de faire marche arrière, de faire avec effet rétroactif au 1er janvier 2025. On va garder le même montant de primes fiscalement déductibles que l'année passée, 2 450 €, et ça va rester comme ça jusqu'en 2029. Au niveau de la taxation, c'est le même principe que pour l'épargne pension, si ce n'est que là, le taux de taxation n'est pas de 8, mais de 10%, taxé à 60 ans, hein, ou éventuellement au 10e anniversaire du contrat, ce qui veut dire que quelqu'un qui a 60 ans, qui souscrit un contrat, eh bien, on va le taxer, il sera taxé à l'âge de 70 ans, mais si le contrat dure jusqu'à 75 ou 80 ans, eh bien, les années suivantes, il a encore la possibilité de faire des versements fiscalement déductibles. Alors, ça reste vraiment quelque chose de tout à fait particulier. Hein. Ici aussi, les primes versées après le prélèvement anticipatif sont déductibles, mais ne sont pas taxées. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Voilà, j'ai fait le tour des types de contrats de constitution de pension, hein, pension complémentaire ou pension à titre personnel avec l'épargne pension et l'épargne à long terme. Je vais voir maintenant avec Aydin si vous avez des questions. Alors, je vous rassure sur un point, la matière est suffisamment technique et très technique. Et donc, bien évidemment, on mettra à vos dispositions, ce ne sera peut-être pas demain matin, mais dans les prochains jours, on mettra le contenu de la présentation à votre disposition. Ça me semble évident, en fonction de la technicité et puis du fait qu'il y a des petites variations en fonction d'un contrat à l'autre. Je comprends bien que vous n'ayez pas tout retenu. Même moi qui suis relativement routiné de la chose, de temps en temps, je dois réfléchir pour me dire, ah oui, je suis dans cette situation-là ou dans cette situation-là. Vous comprendrez très bien que pour vous, ce soit beaucoup plus compliqué. Donc, n'hésitez pas, hein, on vous enverra le contenu de la présentation, n'hésitez pas à poser vos questions, soit maintenant, soit plus tard au conseiller Curalia de votre région. Alors, je vais m'adresser à Aydin pour savoir s'il y a des questions. Donc, pas de questions dans le chat.
Eh bien, si vous n'avez pas de questions, hein, je l'ai dit, n'hésitez pas, vous pouvez les poser par après soit à votre conseiller, soit sur l'adresse mail générale info@curalia. Nous sommes là, hein, et Curalia est là dans son ensemble pour vous aider dans ce qui n'est pas votre tâche principale. Votre tâche principale, ce sont vos patients, c'est ça qui est le plus important. Le restant, ben, c'est très important, votre capital pension, c'est très important, mais faites appel à des gens dont c'est le métier, hein, et ben, on est relativement bien placé pour ça. Donc, s'il n'y a pas de questions, ben, je vous remercie pour votre participation, pour votre présence, et peut-être que nous aurons l'occasion de se croiser à l'un ou l'autre événement dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir et bonne soirée à vous.